Il y a des douleurs qui ne crient pas, des manques qui ne laissent aucune trace visible, mais qui saignent en silence, des absences qui habitent le cœur comme une maison vide. La blessure maternelle, ce n'est pas une expression à la mode, ce n'est pas un slogan de développement personnel, c'est une empreinte profonde dans l'âme de ceux et celles qui ont grandi en se sentant non vus, non accueillis, pas assez ou de trop. Et pourtant, quand on en parle, quelque chose en nous se crispe. Comment peut-on blâmer une mère? Comment peut-on regarder en face cette douleur, alors qu'on a passé toute une vie à la terre, par loyauté, par amour, ou simplement par peur d'ouvrir une blessure ancienne? Carl Jung disait « La plus grande tragédie de l'enfant, c'est de devoir porter l'ombre de ses parents. Et dans l'ombre de cette mère idéalisée ou absente, trop présente ou trop fragile, se cache souvent la racine de nos luttes d'adultes. Cette anxiété constante de ne jamais être assez, ce besoin épuisant de plaire, d'être aimé, validé, cette tendance à l'auto-sabotage, aux relations compliquées, au vide existentiel, ceux que nous allons explorer ici, c'est comment la blessure maternelle, parfois douce, parfois silencieuse, parfois brutale, continue de diriger nos vies, sans qu'on s'en rende compte, mais surtout comment en faire un chemin de réconciliation, non pas contre la mère réelle, mais envers cette part en nous qui souffre encore, vers une individuation, comme Jung l'appelait, ce processus profond où l'on devient enfin soi, entier, libre, même avec nos cicatrices. Respirez profondément. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de comprendre, et peut-être, pour la première fois, de poser un regard vrai et humain sur cette douleur qui n'a jamais eu de nom. Il y a des blessures qui laissent des cicatrices visibles, des accidents, des coups, des ruptures. On les montre, on les soigne, on en parle. Mais il existe une autre forme de blessure, celle qui n'a jamais eu de mots. La blessure maternelle est souvent invisible aux yeux des autres, et parfois même à nos propres yeux. Pourquoi? Parce qu'elle est émotionnelle, relationnelle, subtile. Elle se forme dans les regards absents, dans les attentes non dites, dans le poids de devoir être parfait pour mériter l'amour. Ce n'est pas toujours un traumatisme évident. Parfois, c'est une mère trop occupée, trop triste, trop contrôlante, trop fragile, ou simplement une femme qui, malgré tout son amour, n'a pas su nous voir tels que nous étions. Et alors l'enfant apprend à se taire, à adapter son être, à devenir ce que l'on attend de lui. Pas parce qu'il est manipulé, mais parce qu'il a besoin d'amour pour survivre. Et cet amour souvent semble conditionnel. Alors on devient fort, on réussit, on s'efface, on contrôle. Mais au fond, une partie de nous attend encore que la mère nous regarde. Vraiment, qu'elle nous dise enfin « Tu es suffisant tel que tu es. Tu n'as rien à prouver. Je te vois. » Et si cette parole n'est jamais venue, la blessure continue d'agir comme une faille invisible dans les fondations de notre identité. On doute, on cherche, on s'épuise à guérir des choses qu'on ne comprend même pas. Cette blessure, c'est celle du non-amour vécu, même si l'amour était là. C'est la douleur d'avoir été émotionnellement seul, même dans une maison pleine, et c'est peut-être pour cela qu'elle est si difficile à nommer. Parce qu'elle ne crie pas, elle chuchote dans nos choix, dans nos relations, dans notre manière d'exister. Pour comprendre l'impact de la blessure maternelle, il faut d'abord comprendre ce que représente la mère dans notre inconscient. Carl Gustav Jung, père de la psychologie analytique, n'a jamais parlé de la mère uniquement comme une personne. Pour lui, la mère est avant tout un archétype, une image primordiale, universelle, enracinée dans l'inconscient collectif de l'humanité. L'archétype de la mère peut prendre 1000 formes. Il symbolise à la fois la chaleur, la protection, la source de vie, mais aussi l'étouffement, la peur, l'engloutissement. Autrement dit, la mère est une figure ambivalente. Elle peut nourrir ou dévorer, soutenir ou enfermer. Elle peut être refuge ou prison. Jung disait « L'archétype de la mère est l'un des plus puissants, car il touche à la naissance, à la sécurité, mais aussi à l'inconscient, au chaos, à la nuit. » Ainsi, même si notre mère réelle était bonne, aimante, présente, l'image que nous avons d'elle peut être façonnée par nos besoins non comblés, nos projections, notre douleur d'enfant. Et si cette image reste inconsciente, elle influence notre manière de nous aimer ou de nous rejeter, notre façon de nous lier aux autres,
Notre capacité à poser des limites, à créer, à être libre, ce que Jung nous invite à faire, ce n'est pas de juger notre mère. C'est de reconnaître l'image maternelle que nous avons intériorisée, de faire la différence entre la personne réelle et l'archétype qui vit en nous. Parce que c'est cette image-là qui a le pouvoir de nous blesser ou de nous guider. Et c'est en la rendant consciente que nous pouvons commencer à la transformer. Il y a une vérité que peu osent dire à voix haute. Même une mère aimante peut blesser profondément. Ce n'est pas toujours par négligence, ni par cruauté. Parfois, c'est simplement parce qu'elle est humaine. Et que l'humanité, surtout celle des parents, est imparfaite par essence. Beaucoup de mères ont porté des fardeaux invisibles, une enfance sans tendresse, un mariage étouffant, une solitude intérieure jamais nommée, des rêves abandonnés au nom du devoir. Et c'est depuis cette blessure non guérie qu'elles ont tenté de donner de l'amour. Mais comment offrir une sécurité émotionnelle quand on ne l'a jamais connue? Comment valider un enfant dans son être profond quand on a soi-même été invalidé toute sa vie? Comment être présente quand on se sent absente de soi? Alors oui, beaucoup de mères ont aimé. Mais leur amour était parfois incomplet, instable, maladroit. Et derrière le sourire, l'organisation, les sacrifices, il manquait quelque chose d'essentiel. La reconnaissance émotionnelle. Et pour l'enfant, cette absence-là est une blessure. Celle de ne pas avoir été vu. Celle de devoir être sage, fort, utile, pour mériter un regard. Celle de sentir qu'on gêne, qu'on dérange, qu'on prend trop de place. Il ne s'agit pas ici de condamner. Il s'agit de comprendre avec lucidité et compassion. Parce que tant que nous continuons à idéaliser ou diaboliser nos mères, nous restons enfermés dans un dualisme stérile. Mais dès qu'on reconnaît que la mère est aussi une femme blessée, une fille d'une autre mère, un maillon dans une chaîne transgénérationnelle, alors on peut commencer à sortir de la culpabilité et dire « tu as fait ce que tu as pu, et moi, je porte ce que tu n'as pas pu guérir ». C'est douloureux, oui, mais c'est aussi le début de la liberté. On croit souvent que l'enfance est derrière nous, mais ce qu'on ne guérit pas se rejoue, encore et encore. La blessure maternelle, surtout si elle est inconsciente, devient un spectre silencieux. Elle hante nos choix, nos relations, notre façon de vivre. Pas comme un souvenir, mais comme un système intérieur. Elle se glisse dans nos gestes les plus quotidiens, nos décisions les plus importantes. Elle prend 1000 visages, mais elle dit toujours la même chose. Tu dois prouver ta valeur. Tu n'es pas encore assez. Voici comment ce spectre agit dans la vie adulte. L'anxiété constante, même sans raison apparente. Une tension de fond, comme si quelque chose allait mal, même quand tout va bien. La recherche compulsive d'approbation, au travail, dans les relations, dans la vie sociale. Un besoin de reconnaissance qui ne se calme jamais. La peur de décevoir qui pousse à se suradapter, à dire oui quand on pense non. À porter les autres tout en s'oubliant. Les relations amoureuses instables, marquées par l'abandon, la dépendance ou la fuite. Le perfectionnisme, ce besoin de contrôle qui cache souvent une terreur de l'échec, ou pire, de ne pas être aimé tel qu'on est. L'auto-sabotage, où l'on sabote ce qui compte le plus, comme si on ne se sentait pas légitime d'être heureux. Et surtout, une immense difficulté à se faire confiance. Comme si l'adulte portait encore le doute de l'enfant. Suis-je vraiment digne d'amour? C'est là que réside le cœur de la blessure. Elle ne parle pas de ce qui a été fait. Elle parle de ce qui n'a pas été reçu. Et tant que ce vide n'est pas reconnu, on cherche à le combler à l'extérieur, dans les succès, les relations, les sacrifices. Mais rien ne suffit. Parce que ce n'est pas d'un accomplissement dont on a besoin. C'est d'une réconciliation. Avec soi, avec l'enfant intérieur. Avec la part blessée qui demande encore aujourd'hui « Est-ce que je peux être aimé sans condition ?» Même si notre mère n'est plus là, même si nous avons pris de la distance, construit notre vie, élevé nos enfants, il est une présence qui ne nous quitte jamais, la mère intérieure. Carl Jung appelait cela le complexe maternel. Un noyau psychique chargé d'émotions, de souvenirs, de jugements et de besoins non satisfaits qui continue d'agir à notre insu. Ce complexe n'est pas mauvais en soi, mais lorsqu'il est inconscient, il devient une prison invisible. Voici ce qu'il peut engendrer chez les femmes. Une tendance à s'auto-nourrir en s'oubliant, à se sacrifier pour les autres, comme si exister pour soi-même était égoïste.
Une difficulté à se différencier de la mère réelle, peur de lui ressembler ou au contraire, besoin de tout faire à l'opposé. Un besoin profond d'être une bonne mère, quitte à s'épuiser, ou une peur panique de devenir mère par crainte de reproduire. Une voix intérieure critique, exigeante, culpabilisante, qui reproduit les jugements maternels intériorisés. Chez les hommes, une attirance inconsciente pour des femmes maternelles, protectrices, mais aussi contrôlantes. Une difficulté à s'engager émotionnellement, comme s'il fallait sans cesse échapper à une emprise. Une tendance à idéaliser la femme, puis à la rejeter dès qu'elle devient réelle. Une peur du féminin vécue comme menaçante, instable ou dévorante. Dans les deux cas, l'adulte reste enchaîné à une dynamique ancienne. Il ne vit pas vraiment ses choix. Il réagit à un modèle intérieur qu'il n'a jamais remis en question. Mais voici la clé. Le complexe maternel n'est pas la mère réelle. C'est l'empreinte qu'elle a laissée en nous. Et cette empreinte, on peut l'observer, la comprendre, la transformer. Jung disait « Ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Il ne s'agit donc pas de se libérer de sa mère. Il s'agit de se libérer de l'image inconsciente de la mère pour enfin devenir soi-même. Il existe deux visages apparemment opposés de la blessure maternelle. Deux manières d'être blessé par celle qui, normalement, devait offrir sécurité et accueil. D'un côté, la mère contrôlante, elle aime, mais elle étouffe. Elle sait tout, voit tout, exige tout. Elle veut protéger, mais elle enferme. Elle croit bien faire, mais elle envahit. L'enfant de cette mère apprend très tôt que l'amour a un prix. Se conformer, plaire, ne jamais décevoir. Il devient sage, performant, parfois même brillant. Mais il vit dans la peur du rejet. Et souvent, à l'âge adulte, il continue de chercher des figures d'autorité, des partenaires dominants. Ou bien il reproduit ce contrôle sur lui-même et sur les autres, par peur de perdre l'amour. D'un autre côté, la mère absente. Elle n'était peut-être pas physiquement absente, mais elle était émotionnellement distante, préoccupée, froide, dépressive. Ou tout simplement indisponible intérieurement. L'enfant de cette mère apprend à se débrouiller seul, à ne rien attendre. Il devient autonome, fort, indépendant, mais au prix d'une solitude profonde. Il a du mal à se relier. Il doute de sa valeur. Et il se demande encore adulte, pourquoi personne ne me choisit vraiment? Deux mères, deux styles, mais une même blessure, ne pas avoir été accueilli pour ce que l'on est. Et que fait l'adulte blessé? Il alterne entre soumission et fuite, entre dépendance affective et rejet de toute intimité, entre besoin d'amour et peur panique d'être à nouveau abandonné. Comprendre cela, c'est déjà se libérer d'un piège ancien. Car, tant que l'on croit que ce n'était pas si grave ou que c'était normal, on porte encore cette douleur comme une vérité. Mais dès qu'on la voit pour ce qu'elle est, une blessure humaine, transmise inconsciemment, on peut enfin faire le choix de ne plus la perpétuer. C'est peut-être l'un des phénomènes les plus troublants. Un jour, sans même s'en rendre compte, on devient ce qui nous a blessés. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une reproduction intérieure, un automatisme psychique. On porte en soi l'image de la mère, non pas telle qu'elle était objectivement, mais telle que nous l'avons ressentie dans notre chair d'enfant. Et cette image devient une voix qui commente nos actions, qui juge nos émotions, qui contrôle nos élans. C'est elle qui dit « Tu devrais faire mieux ». Ce n'est pas suffisant. Sois fort, ne pleure pas. Tu ne mérites pas plus. On pense s'en être libéré, mais elle est là, sous forme de discours intérieur. Et parfois, pire encore, on la transmet. Sans le vouloir, on devient ce parent dur, absent, exigeant, avec nos enfants, avec nos proches, ou avec nous-mêmes, et cela crée une douleur sourde. Parce qu'au fond, on sent le décalage. Je voulais autre chose, et je reproduis la même chose. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'inconscient cherche toujours à répéter pour réparer. En devenant ce que notre mère a été, on essaie de comprendre, de maîtriser, de reprendre le pouvoir sur la blessure. Mais cela ne guérit pas. Cela prolonge la souffrance. Alors vient le moment du courage, celui de regarder en soi et de se demander sans jugement quelle partie de moi parle avec la voix de ma mère. Et est-ce que je veux encore lui obéir? C'est là que commence le retournement. Le jour où l'on cesse de se traiter comme on a été traité. Le jour où l'on commence à s'accueillir comme on aurait voulu l'être. C'est cela.
Aussi la maternité intérieure, apprendre à se donner ce qu'on n'a pas reçu, avec tendresse, avec constance, avec vérité. Pourquoi tombe-t-on toujours amoureux des mauvaises personnes? Pourquoi, malgré nos résolutions, on rejoue toujours les mêmes scénarios avec d'autres visages, d'autres décors, mais la même douleur? La réponse, Jung l'a entrevue, avec une clarté brutale. Ce que vous ne rendez pas conscient vous revient sous forme de destin. Dans l'inconscient, la figure maternelle est souvent le premier modèle d'amour, même si elle a blessé, même si elle a manqué, surtout si elle a manqué. Et ce que l'enfant n'a pas reçu, l'adulte cherche à le revivre, pour enfin le réparer. C'est ce qu'on appelle la répétition psychique. Ainsi, on attire des partenaires qui réactivent les mêmes douleurs que la relation maternelle. L'indifférence, si on a eu une mère absente. Le contrôle, si on a été étouffé. Le rejet, si on n'a jamais été pleinement accueilli. Mais cette fois, on croit pouvoir changer la fin. On espère que l'autre va nous aimer comme notre mère n'a pas su le faire. Elle va combler le vide, apaiser la plaie, valider enfin notre être, et quand ça ne fonctionne pas, on s'accroche, ou on fuit, ou on se déteste d'avoir, une fois de plus, échoué. La vérité, c'est que ce n'est pas un échec, c'est une tentative de guérison mal dirigée. L'autre n'est pas là pour réparer notre enfance, il n'en a pas le pouvoir, et ce n'est pas son rôle. Tant qu'on cherche dans le couple la mère idéale qu'on n'a jamais eue, on confond l'amour adulte avec un amour conditionnel, dépendant, fragile, et on se perd dans des dynamiques de manque, de besoin, de colère muette. Sortir de ce cycle, c'est d'abord reconnaître qu'on rejoue quelque chose, non pas pour se blâmer, mais pour enfin se poser la vraie question. Et si je pouvais me donner aujourd'hui ce que j'ai toujours attendu? Alors l'amour cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de vérité, de liberté, de présence, un lieu où l'on n'aime plus pour guérir, mais parce qu'on est en train de guérir. Il y a des vies qui semblent toujours à 2 doigts d'éclore, des talents qu'on ne révèle jamais tout à fait, des projets qu'on abandonne avant de réussir, des relations qu'on sabote dès qu'elles deviennent vraies. Pourquoi tant d'hommes et de femmes, brillants, sensibles, capables, n'arrivent pas à s'autoriser leur propre bonheur? Parce qu'en profondeur, être soi est devenu dangereux, et ce danger n'est pas réel. Il vient d'un message ancien enraciné dans l'enfance. Si je suis vraiment moi, je perds l'amour. Si je dis ce que je ressens, je suis rejeté. Si je prends ma place, je suis trop. La blessure maternelle nous apprend, souvent à nous trahir pour être aimés. Et cette trahison devient un automatisme. On devient des spécialistes de l'adaptation. On sait lire les attentes, on sait plaire, on sait être ce qu'on attend de nous. Mais à l'intérieur, une autre voix crie « Et moi alors? Qui suis-je vraiment si je ne joue plus de rôle ?» Là naît l'autosabotage, pas comme une faiblesse, mais comme un mécanisme de survie. Chaque fois qu'on s'approche de sa vérité, de sa puissance, de son authenticité, le corps se crispe, l'angoisse monte, une voix murmure « Attention, tu vas être puni, tu vas perdre l'amour. » Et alors, on fait marche arrière. On renonce, on ralentit, on se justifie, on s'autodétruit doucement, proprement, comme pour rester dans la zone de sécurité affective définie par l'enfance. Mais cette sécurité est une cage, et le prix à payer, c'est la trahison de soi. Se libérer de ce cercle, c'est d'abord poser une question simple et bouleversante. Qui serais-je si je n'avais pas peur de perdre l'amour? Et accepter que la fidélité à soi-même puisse provoquer des remous, peut-être même des conflits, des incompréhensions. Mais au bout de cette traversée, il y a la liberté d'être. Et cette liberté est le contraire de l'auto-sabotage. C'est un acte d'amour, pour soi. Il y a en chacun de nous un enfant qui n'a jamais cessé d'attendre. Il attend un regard, un mot, un geste. Il attend qu'on lui dise enfin « Je te vois, tu as le droit d'exister, tu es aimé, tel que tu es. » Même à 40, 50 ou 60, car cette part reste vivante, pas infantile mais blessée. C'est elle qui pleure quand on est rejeté, c'est elle qui se tait quand on a peur de déranger, c'est elle qui tremble quand on ose se montrer vulnérable. Cet enfant intérieur, Jung ne le voyait pas comme une faiblesse, mais comme une porte d'entrée vers l'âme. Il disait « L'enfant intérieur est le germe de transformation, l'éternel devenir au cœur de l'être.
Mais tant que cet enfant reste invisible, ignoré, dénigré, il continue de gouverner nos émotions, nos peurs, nos réactions. Il cherche désespérément la mère perdue, dans le couple, dans le travail, dans la réussite. Et chaque fois qu'il ne la trouve pas, il se referme un peu plus. Et il se dit « c'est moi le problème ». Et l'adulte, à son tour, construit des murs autour de lui. Alors comment l'écouter? Comment répondre à cet appel ancien, pas en parlant à l'enfant comme à une peluche, mais en lui, offrant ce qu'il n'a jamais reçu, de la présence, de l'accueil, de la douceur. Une place, c'est là, commence souvent par un moment de silence, un regard vers l'intérieur, un oui posé doucement. Je te vois maintenant. Tu n'as plus besoin de crier en moi. Ce n'est pas facile. Parce que reconnaître cet enfant, c'est aussi reconnaître la douleur, la solitude, le vide. Mais c'est en entrant dans cette douleur avec maturité qu'on cesse d'en être l'otage. Et qu'on commence peut-être à réparer de l'intérieur ce que personne n'a su réparer à l'extérieur. C'est un tabou profond, souvent indicible, une douleur que l'on préfère taire. Peut-on aimer sa mère et en même temps lui en vouloir? Beaucoup de personnes, surtout en âge mûr, portent en elles une colère silencieuse. Une colère qu'elles ne s'autorisent pas à ressentir, encore moins à exprimer. Parce que cela semble ingrat, dangereux, honteux, on se dit « elle a fait de son mieux. Elle a tant sacrifié. Je n'ai pas le droit de lui en vouloir. » Et pourtant, la colère est là, discrète mais tenace. Pas contre ce qu'elle a fait, mais contre ce qu'elle n'a pas pu donner. Contre ce regard jamais reçu, contre cette chaleur absente, contre l'amour conditionnel. Alors, on la refoule. On la recouvre de culpabilité, de rationalisation, de silence. Mais la colère refoulée ne disparaît jamais vraiment. Elle se transforme en tristesse chronique, en irritabilité diffuse, en fatigue émotionnelle, en blocage relationnel, ou même en maladie psychosomatique. Jung disait que tout ce qui reste inconscient agit comme un destin. Et cela vaut aussi pour la colère refoulée envers la mère. Alors que faire? Accuser? Se venger? Non. Mais oser reconnaître cette colère comme un signe de vie, comme une frontière violée, comme une émotion légitime, humaine, nécessaire à la guérison. Parce qu'on ne guérit pas ce qu'on nie. Et tant que vous empêchez de ressentir cette part-là, vous restez lié à la mère de l'enfance, dans une loyauté qui vous emprisonne. Autorisez-vous à dire, ne serait-ce qu'en silence, « Oui, j'ai mal. Et oui, je suis en colère. » Et ça ne fait pas de moi un mauvais enfant. Ça fait de moi un être humain qui ose ressentir. C'est le premier pas pour que la douleur cesse de se retourner contre vous. Et pour que l'amour, le vrai, l'adulte, puisse, un jour, circuler librement. On croit souvent que grandir, c'est couper, qu'il faut rompre pour exister, que se libérer de l'influence maternelle signifie rejeter, condamner, fuir. Mais Jung proposait un autre chemin, un chemin plus subtil, plus profond, plus humain, le processus d'individuation. Individuer, ce n'est pas se séparer dans la violence, c'est devenir un être autonome, entier, fidèle à soi, sans nier d'où l'on vient, sans haïr ce qui nous a construits, mais sans s'y perdre non plus. Et cela, c'est un art, un chemin de tension entre deux pôles, l'amour filial et la nécessité de se différencier, la gratitude et le besoin de poser des limites, la loyauté et l'appel à la liberté intérieure. Tant que cette individuation n'a pas eu lieu, la mère reste en nous comme une autorité. On cherche encore son approbation. Ou bien on la fuit, mais elle nous poursuit intérieurement. On vit en réaction à elle, au lieu de vivre en relation avec soi. Individuer, c'est reconnaître. Je viens de toi, mais je ne suis pas toi. Je te rends ce qui t'appartient, et je reprends ce qui est à moi. Cela peut être un travail de plusieurs années. Cela peut passer par la thérapie, l'art, l'écriture, des confrontations douces mais vraies, ou même le silence mûr et conscient. Mais le but reste le même, ne plus être défini de l'intérieur par la mère, ni par son regard, ni par ses blessures, ni par ses attentes. Et dans ce processus, un espace s'ouvre, un espace où vous pouvez dire, enfin, voici qui je suis, avec mes forces, avec mes blessures. Et je choisis, maintenant, de me tenir debout en mon nom propre. C'est à ce moment-là que naît la vraie paix intérieure, non pas l'oubli, mais la cohabitation sereine avec ce qui a été,
C'est un deuil silencieux, méconnu mais universel. Le deuil de la mère que nous aurions voulu avoir. Celle qui aurait su nous prendre dans les bras au bon moment. Celle qui aurait dit « Je t'aime, quoi qu'il arrive ». Celle qui aurait vu notre cœur, pas seulement nos résultats. Faire ce deuil, c'est accepter une chose bouleversante. Cette mère-là n'a jamais existé. Pas pour nous, peut-être pas même pour elle-même. Et tant que ce deuil n'est pas traversé, nous restons pris dans un cycle douloureux d'espérance et de frustration. Nous cherchons encore et encore cette figure de sécurité absolue dans nos partenaires, nos mentors, nos amis, nos enfants, mais personne ne peut combler ce vide parce qu'il ne s'agit pas d'un manque actuel, il s'agit d'un manque originel. Accepter cela, c'est entrer dans une profonde lucidité. Et cette lucidité fait mal. Elle brise les illusions, elle fait tomber les masques, elle confronte à la réalité nue. Je ne l'ai pas eue, et je ne l'aurai jamais. Mais après cette vérité, quelque chose de nouveau peut naître. Une douceur, une présence, un relâchement. Parce que dans l'absence de la mère idéale, on peut enfin rencontrer l'adulte que nous sommes devenus. Celui ou celle qui peut maintenant s'offrir de la sécurité, de l'amour, de la bienveillance et surtout de la vérité. Faire le deuil, ce n'est pas renier l'amour, c'est arrêter de l'attendre là où il n'a jamais été. Et ainsi libérer notre cœur de cette attente éternelle. Cela ne signifie pas que la blessure disparaît, mais qu'elle ne gouverne plus. Elle devient une cicatrice et non plus une plaie ouverte. Et dans cette cicatrice, il y a une trace de vie. La preuve que vous avez ressenti, souffert, aimé, et que malgré tout vous êtes encore là. Il y a en nous un principe maternel. Pas une personne, mais une énergie vivante, profonde, fondamentale. Le féminin, avec un F majuscule, Jung, ne parlait pas ici de genre, mais d'un principe archétypal, celui qui nourrit, qui accueille, qui relie, qui enveloppe, une force d'amour inconditionnel, de douceur, de créativité, de mystère. Lorsque la relation à notre mère a été blessée, c'est souvent le lien à ce féminin intérieur qui se brise. On rejette ce qui est vulnérable, sensible, intuitif. On se coupe du corps, de l'écoute intérieure, de la lenteur. Et alors, quelque chose se durcit en nous. On devient sec, fonctionnel, logique, mais déconnecté. On agit, on gère, on avance, mais sans racine affective. Reconstruire ce lien, c'est réconcilier en soi le principe maternel. Pas pour honorer la mère au sens traditionnel, mais pour retrouver cette part de soi capable de se porter avec douceur. Chez la femme, cela peut vouloir dire cesser de s'auto-juger, réhabiliter sa sensibilité comme une force, s'autoriser à recevoir, à ralentir, à sentir. Chez l'homme, cela peut vouloir dire sortir de l'armure de performance, faire la paix avec l'émotion, la fragilité, l'intuition, cesser de mépriser ou de craindre ce qui est féminin en lui. Ce féminin guérisseur, il est là depuis toujours, enfoui sous des couches de défense, de peur, de conditionnement. Mais il attend qu'on le rappelle, qu'on ose lui faire confiance à nouveau. Cela peut commencer simplement, par un geste de soin envers soi, par l'accueil d'une émotion, sans la juger, par une caresse posée sur le cœur. Ce n'est pas un retour en enfance, c'est un retour au centre, et c'est souvent dans cette reconnexion silencieuse que commence la vraie guérison. Celle qui ne dépend plus de l'autre, mais de l'amour que l'on ose se donner. Et si cette blessure n'était pas une malédiction? Et si, au lieu de chercher à la guérir à tout prix, on acceptait de l'écouter, de marcher avec elle comme avec une compagne de route? Et si, comme Jung l'a tant répété, la souffrance était une initiation, pas une erreur du destin? La blessure maternelle, aussi profonde soit-elle, nous révèle quelque chose de fondamental. Notre soif d'amour vrai, notre besoin d'être vu dans notre être le plus nu, notre capacité à ressentir et donc à vivre. Il ne s'agit pas de glorifier la douleur, mais de reconnaître que ce que nous avons vécu, ce manque, ce silence, cette attente, nous a aussi conduit à chercher plus loin, à refuser les relations tièdes, les réponses toutes faites, les existences superficielles. Ceux qui portent une blessure maternelle consciente sont souvent ceux qui cherchent avec le plus d'intensité. Ils veulent s'y comprendre, réparer, aimer autrement. Et cette quête, même douloureuse, est noble. Elle pousse à l'introspection, à la vérité, à la croissance. Jung disait « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est, vraiment.
Et parfois, c'est la faille en nous qui ouvre cette voie. Car sans cette faille, nous resterions dans l'illusion. Nous ne chercherions pas à nous différencier. Nous ne questionnerions pas ce qu'est l'amour, la liberté, l'identité. Il arrive un moment dans le processus où la douleur cesse d'être un ennemi et devient un enseignant. Elle dit « Voilà où tu as été blessé. Voilà où tu peux apprendre à aimer différemment. » Et alors, le cercle se brise. La blessure ne se referme pas comme si elle n'avait jamais existé. Elle devient une cicatrice lumineuse, une trace de votre traversée, un symbole de votre humanité. Vous n'avez pas à être parfait. Vous n'avez pas à être guéri, au sens absolu. Vous avez juste à être présent à vous-même avec sincérité et à faire de cette ancienne douleur non plus une prison, mais un passage. Le passage vers une vie plus vraie, vers un amour plus libre, vers vous.